2001, l'Odyssée de l'espace. Plus de 50 ans après sa sortie, le film de Stanley Kubrick est toujours là. Et il reste bien plus qu'un simple film. C'est une véritable énigme cinématographique. Une expérience visuelle qui a fasciné, qui a complètement dérouté et qui a inspiré des générations entières. Allez, on plonge ensemble dans ce monument de la science-fiction pour essayer d'y voir un peu plus clair. Il faut voir l'ambition folle du projet. La question centrale que pose le film, c'est: peut-on vraiment raconter toute l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire jusqu'à un futur lointain dans l'espace, en un peu plus de 2 heures? L'échelle est juste gigantesque, et c'est vraiment ça qui rend cette œuvre absolument unique. Et pour réussir ce pari fou, le film est structuré en 4 actes bien distincts. On fait des bonds dans le temps, de la préhistoire jusqu'à l'aube du XXIe siècle, pour ensuite être propulsé vers un futur totalement inconnu. Et qu'est-ce qui relie toutes ces époques? Eh bien, c'est un mystérieux objet noir, silencieux, qui est là, partout, tout le temps. Mais avant de déchiffrer le mystère à l'écran, il faut d'abord s'intéresser à ceux qui l'ont imaginé. Parce que 2001, c'est avant tout le résultat d'une rencontre vraiment hors du commun. Imaginez un peu ce duo improbable. D'un côté, on a Stanley Kubrick, le réalisateur obsessionnel, le perfectionniste artistique qui ne laisse absolument rien au hasard, et de l'autre, Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction, mais aussi un scientifique visionnaire. C'est vraiment de cette fusion entre l'art et la science qu'est né ce projet complètement fou. Et leur ambition, elle était très claire, ils voulaient tout simplement élever le genre de la science-fiction. Créer, comme ils disaient, le proverbial bon film de science-fiction. Donc fini les monstres en caoutchouc et les scénarios invraisemblables. Non, ici tout devait être crédible, réaliste et même validé par des scientifiques. Et pour la crédibilité, autant dire qu'ils avaient la bonne personne. Il faut savoir qu'Arthur C. Clarke, dès 1945, bien avant Spoutnik, avait publié un article où il théorisait le concept des satellites de communication géostationnaires. Le gars était un vrai prophète, et c'est sa rigueur qui a ancré le film dans une réalité scientifique solide. Bon, maintenant qu'on a le contexte, plongeons au cœur du film lui-même. On va décortiquer ensemble ce qui fait de 2001 une œuvre si puissante et si différente de tout ce qui s'était fait avant. Cette phrase, prononcée d'une voix parfaitement calme, elle est devenue l'une des répliques les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. C'est HAL 9000 qui la prononce, le superordinateur du vaisseau, et sans aucun doute le personnage dont tout le monde se souvient. Le coup de génie de Kubrick ici, c'est d'avoir pris le contre-pied total des clichés. Au lieu d'une voix de robot, métallique et froide, il a donné à HAU une voix posée, polie, presque humaine. Et c'est ça qui rend sa rébellion si glaçante. HAU n'est pas juste un ordinateur qui déraille, c'est un vrai personnage. Et sa mort lente, où il régresse en chantant une vieille comptine, est bizarrement le moment le plus touchant du film. Une autre chose qui frappe, c'est le silence. Pensez-y, sur un film de plus de 2 heures, il y a moins de 40 minutes de dialogue. C'est un choix hyper radical, Kubrick retire la parole. Et pour nous guider à travers ce silence, absolument rien. Pas de voix off, pas d'explication. On est laissé seul face à des images pures. On est forcé de ressentir les choses plutôt que de les comprendre intellectuellement. Alors, qu'est-ce qui raconte l'histoire si ce ne sont pas les mots? Eh bien, c'est la musique. La bande-son n'est pas là pour accompagner l'action, non. Elle est l'action. Elle devient le narrateur principal. Et ça l'illustre parfaitement. Ainsi parlait Zarathustra de Strauss qui tonne à chaque bond en avant de l'humanité, le beau Danube bleu qui transforme le voyage spatial en une valse élégante, une sorte de ballet en apesanteur. Et puis, il y a le chœur angoissant du requiem de Ligeti qui surgit à chaque fois que le monolithe apparaît, pour nous faire sentir qu'on est face à un mystère qui nous dépasse complètement. Ce monolithe, justement, parlons-en. C'est lui, le vrai personnage principal du film, même s'il ne dit pas un mot. Une forme géométrique parfaite d'origine inconnue qui se plante là, au moment clé de notre évolution, comme pour nous pousser à aller plus loin. Et là, attention, petit détail fascinant qui vient du livre de Clarke, les dimensions du monolithe ne sont pas dues au hasard. Elles suivent un ratio mathématique très précis, 1 par 4 par 9. Autrement dit, les carrés des 3 premiers chiffres. C'est la preuve que ce n'est pas un objet naturel, c'est une création, une signature laissée par une intelligence. Alors, quel héritage un film aussi étrange et expérimental a-t-il pu laisser? Voyons comment il est passé du statut d'ovni cinématographique à celui de référence absolue. C'est assez difficile à imaginer aujourd'hui, mais à sa sortie en 1968, l'accueil a été plus que mitigé. Le New York Times, par exemple, l'a qualifié d'un ennui mortel. Il a vraiment fallu du temps pour que les gens digèrent cette œuvre radicale et finissent par la reconnaître comme le chef-d'œuvre qu'elle est. Et pourtant, malgré ces critiques, le public, lui, a été au rendez-vous. En France, par exemple, plus de 3,2 millions de spectateurs se sont déplacés. C'est devenu un vrai phénomène,
La preuve que le public était peut-être plus prêt que les critiques pour ce genre d'expérience. Même l'Académie des Oscars ne savait pas trop quoi en faire. Le film a été nommé pour la réalisation et le scénario, mais il n'a remporté qu'une seule statuette. Mais cette unique victoire est très révélatrice. C'était l'Oscar des meilleurs effets visuels. En gros, on a reconnu la révolution technique, une claque visuelle qui a redéfini les standards du cinéma pour toujours. Mais alors pourquoi ce film nous obsède-t-il encore autant? La meilleure explication vient de Kubrick lui-même. Il a dit qu'il n'a pas cherché à ce qu'on comprenne son film avec notre cerveau. Il voulait créer une expérience visuelle, subjective, qui nous parle directement sans passer par la case de la logique. Et ça nous amène forcément à la question que tout le monde se pose. Cette fin complètement psychédélique, cet astronaute qui devient un enfant des étoiles flottant au-dessus de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la prochaine étape de l'évolution? C'est autre chose? En fait, la meilleure réponse vient peut-être d'Arthur C. Clarke lui-même. Il a dit « Si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué ». Le but n'a jamais été de donner des réponses, mais bien de poser des questions. L'héritage de 2001, finalement, ce n'est pas une vérité, mais un mystère. Un mystère magnifique, infini, et laissé à la libre interprétation de chacun.